Merci. Bonsoir. Au XIXe siècle, comme beaucoup d'autres arts, la fabrication du livre s'est mécanisée et même industrialisée. Et on a pu dire en effet que l'imprimé a été parmi les premiers produits à entrer dans l'ère de la consommation de masse à cette époque. Et c'est donc ce qui nous permet d'en conserver encore beaucoup. De ces reliures que vous voyez sont extrêmement décorées et qui, faites de manière artisanale, auraient été exceptionnelles et faites de manière industrielle, ont été produites en grand nombre. Plusieurs causes à ce développement des imprimés. Une demande différente d'une nouvelle population au XIXe siècle. Après la Révolution est apparue une nouvelle classe sociale, aisée, cultivée, la bourgeoisie, et elle était en demande de beaux livres illustrés, notamment bien reliés, de livres qu'on pouvait exposer dans les salons, de livres cadeaux. La population augmentait à cette époque, la scolarisation s'est développée, et il y avait une demande de livres scolaires et de livres pour les distributions de prix, un usage qui s'est affirmé et confirmé au XIXe siècle. Donc, pour répondre à cette demande, de nouveaux moyens ont été mis en œuvre. Entre autres, l'utilisation pour les reliures de matériaux moins onéreux que la peau. Donc, vous voyez ici une couverture de percaline. La percaline est une simple toile de coton, néanmoins colorée, apprêtée, gaufrée même, de manière à imiter la peau, disait-on à l'époque. L'emploi aussi de papier pour ces reliures de papier décorées plus ou moins, soit simplement imprimées, soit même très colorées. C'est à cette époque qu'est inventée, enfin à peine un peu plus tôt, la lithographie et très bientôt la chromolithographie qui permettra de décorer ces couvertures. Le travail de reliure s'est beaucoup mécanisé. C'est aussi au milieu du XIXe siècle qu'a été inventé le massicot. Et pour le décor, il n'était plus question d'utiliser des petits fers qu'un relieur poussait à la main, mais c'est une machine qui appliquait d'un seul coup pour réaliser un décor tel que celui que vous voyez, une très grande plaque de bronze gravée de tout le décor. Enfin, le XIXe siècle voit la naissance de l'éditeur, et d'ailleurs le terme apparaît à cette époque. Et c'est lui qui sollicite des auteurs, des illustrateurs et fait travailler divers artisans pour produire un objet livre qui répondra à la demande d'un certain public. D'où l'expression pour désigner ces reliures de reliures d'éditeur, parce que c'est lui qui les a voulues et qui les a conçues en fonction du public qu'il voulait toucher. Néanmoins, si on parle technique, les reliures d'éditeurs ou les cartonnages d'éditeurs ne sont en rien ni des reliures ni des cartonnages. La vraie reliure confectionne le corps d'ouvrage en reliant les différents cahiers et les ficelles qui les ont reliés passent dans les plats. Et donc l'ouvrage est les plats de la reliure, l'ouvrage est beaucoup plus solide. Dans le cas de la reliure d'éditeur, on confectionne complètement à part tout le corps d'ouvrage qui est complètement terminé, les feuilles sont assemblées, pliées, coupées, rognées ou massicotées justement, parfois même dorées sur tranche, les cahiers sont cousus, c'est endossé d'une part, et par ailleurs on réalise la reliure complètement achevée avec tout son décor, et ces deux éléments pour former le livre achevé ne sont reliés, si l'on peut dire, que par le collage des gardes. D'où une certaine fragilité soulignée à l'époque par rapport à la vraie reliure, mais beaucoup, heureusement, nous sont parvenus encore bien conservés. Donc, malgré cette réalité technique, on nommait à l'époque et on nomme toujours de nos jours quand on les vend, ces ouvrages reliure d'éditeur quand il s'agit d'une couverture de percaline et cartonnage d'éditeur quand il s'agit d'une couverture de papier. On nomme fers spéciaux, ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire une grande plaque qui permet d'appliquer le décor et qui est appropriée au contenu de l'ouvrage, ce qui était aussi assez nouveau au XIXe siècle, mais ce qui participait
à la séduction des nouvelles couches de population auxquelles on voulait vendre ces ouvrages. Donc, je vais vous montrer tout d'abord un petit panorama à travers le siècle de ce dont nous allons parler ce soir. Et ensuite, j'aborderai d'une part les ouvrages faits pour les adultes, ensuite ceux faits pour l'enfance et la jeunesse, comme on disait à l'époque. À chaque fois, je parlerai de la technique. Aussi en préliminaire, ceci est une belle photo prise sur un original. Et pour illustrer cette conférence, j'ai repris beaucoup de photos dans des catalogues, des publications. Elles ne seront pas toutes en couleur et peut-être pas toutes de cette qualité. Donc, au début du siècle, on produit entre les années 1815 et 1830 des petits almanachs dorés, très décorés, avec une couverture gravée, une gravure en taille douce, souvent retouchée, pour les femmes. Souvent, ça s'appelle almanach pour telle année, ou bien hommage aux dames, ou recueil de poésie pour les jeunes demoiselles. Au milieu du siècle, pour ce qui est des cartonnages de papier, c'est ce qu'on appelle, c'est le type du cartonnage romantique, c'est-à-dire une couverture de papier gaufrée, très décorée, souvent dorée. Vous voyez, on ne lésine pas sur l'or. Celui-ci est un cartonnage à médaillon, c'est-à-dire avec une petite vignette introduite pour compléter le décor. Toujours au milieu du siècle, du même type que la photo de couverture, un cartonnage de percaline doré et mosaïqué avec de la couleur. Je vous expliquerai la technique un peu plus tard. Et à la fin du siècle, sont aussi des reliures d'éditeurs, par exemple les couvertures des Jules Verne. Vous voyez que le style a complètement changé, ce qui est bien normal en un siècle. À la fin du siècle, c'est le rouge qui s'impose, alors qu'au milieu du siècle, ce sont plutôt des couleurs assez sombres qui font ressortir l'or. Mais à cette époque, on emploie d'autres techniques de fabrication et de décor, et on utilise une toile rouge plutôt. Donc, je vous présente tout d'abord les reliures et cartonnages d'éditeurs faites tout au cours du siècle pour un public adulte. Donc, voilà ce que je vous disais, un almanach dédié aux dames, pour l'année 1815 en l'occurrence. Vous voyez les éditeurs, je vous parlerai des éditeurs qui étaient très spécialisés dans ce genre de production, entre autres Furnes et Delaunay. En voilà la couverture, un petit peu usée par le temps. Donc ici, il s'agit d'une simple gravure en taille douce appliquée sur un papier coloré et glacé et qui décore l'ouvrage. Le recto et le verso sont décorés de la même manière. Un autre modèle, mais avec une gravure retouchée en couleur. Et là, il s'agit d'un choix de lecture pour les demoiselles. Un autre modèle très, très remarquable. Il y a une collection très précieuse de ces cartonnages, de ces petits almanachs faits par le collectionneur de la fin du 19e siècle, Lovenjoul, qui l'a donné. Donc, c'est là qu'on a pu en photographier quelques-uns. Donc, vous voyez, au départ, une couverture de papier doré et par-dessus, une petite vignette imprimée en taille douce et retouchée. Vous voyez que cet ouvrage est tellement précieux qu'on le range dans un étui tout aussi décoré que vous voyez sur la gauche et donc qui fait que peut-être on ne l'ouvrira pas trop. Pour les adultes comme pour les enfants, mais ça représente bien la production aussi des années 1820, 1835, ce qu'on appelle des livres en boîte. Donc les boîtes ressemblent un peu à des boîtes de confiserie. Elles sont très décorées, toujours avec des bordures dorées. Et à l'intérieur, on a dans plusieurs compartiments des petits ouvrages qui soit sont couverts d'un papier glacé simplement imprimé en taille douce, soit avec aussi l'ajout d'une petite gravure, soit ils sont imprimés et gaufrés, souvent de couleurs différentes et toujours des couleurs très douces, comme c'était vraiment des livres-objets. Ceux qui nous ont été conservés n'ont pas été beaucoup ouverts, donc les couleurs très pastel de l'époque sont très très bien conservées. Ici, une autre couverture gravée, et j'en ai quelques autres exemples, pas très nets. Donc, l'histoire d'une pièce de 5 francs, donc plusieurs petits ouvrages avec toutes les aventures de cette pièce de 5 francs regroupées dans cette boîte.
Voilà une autre boîte, le Musée des Dames et des Demoiselles, paru dans les années 1820. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs publications, plusieurs petits livrets qui concernent la botanique, les animaux, etc. Alors, plus austère et un petit peu plus tardif, surtout les années 30 à 40, ce qu'on appelait à l'époque les keepsakes, avec la mode de l'Angleterre. Donc, gardez-moi bien. Donc, des ouvrages qui étaient plus gros, parfois reliés avec des tissus, de la soie, de la moire, imprimés gaufrés, très rarement imprimé en or et avec des décors variés. Donc vous voyez ici un décor bien typique aussi des années, c'est je crois à partir d'Atala de Chateaubriand, quelque chose comme ça. Donc ces années de romantisme et d'amour du Moyen-Âge. Toute une collection est parue chez l'éditeur Janet dans ces années 30 à 40, des annales romantiques, donc qui étaient des recueils de poésie ou de textes contemporains reliés et dont on pouvait faire une collection et les montrer. Donc voilà pour la première période. Et à partir des années 40, 50, on a de très grands éditeurs qui s'installent et qui ont laissé une production absolument magnifique. Je sais que dans la salle, il y a quelques collectionneurs de ces reliures dont je vais vous montrer quelques exemples. Donc pour les beaux livres illustrés, il y a eu vraiment une mode au milieu du siècle et d'ouvrages qui sont toujours célèbres, même dont on réédite le contenu. Et puis à la fin du siècle, il y a eu les grands éditeurs qui existent encore presque tous. Voilà de chez Mallet la Jérusalem des livrets, avec toujours cette mode de reliure à la cathédrale, on les appelait. Donc ici, une seule grande plaque pour faire tout le décor du plat. Chez Hetzel, qui était aussi un éditeur qui a traversé le siècle et qui éditait, qui écrivait lui-même des livres pour enfants, mais c'est aussi l'éditeur des Jules Verne, on le verra un peu plus tard. Donc ici, vous avez je pense que c'est le Wicker de Wakefield. Bien que le fer soit parlant, la dorure, je ne connais sans doute pas assez bien l'histoire pour le reconnaître. Par contre, ici, vous avez le titre « Voyage où il vous plaira ». Vous voyez des voyages de différents types qui peuvent laisser rêver. Et vous avez, voilà, ici son nom d'auteur, Hetzel en tant qu'éditeur, P.J. Stahl en tant qu'auteur. Et ici un Werther, toujours du même éditeur. Chez Dubochet, ce très bel ouvrage dont le décor de la reliure a même été utilisé, et c'est le cas de cet exemplaire, pour être poussé sur une reliure de peau. Donc vous voyez, ces plaques qui coûtaient très cher à réaliser pouvaient être aussi utilisées en reliure traditionnelle, on devait se les prêter, ou les ateliers qui réalisaient la reliure industrielle avaient une section reliure plus riche et plus coûteuse. Donc 2 plaques tout à fait appropriées pour le jardin des plantes. Voyage en zigzag, un texte célèbre à l'époque. On reviendra sur ces couvertures. Je vous montrerai les différents éléments qu'on peut en tirer pour la connaissance des techniques de cette époque. Les fleurs animées, donc des fers spéciaux pour les fleurs animées, mais nous en verrons d'autres après. Il y en a eu plusieurs de faits qui étaient donnés à plusieurs relieurs. La physiologie du goût de Brillat-Savarin. Vous voyez qu'on ne lésine pas sur l'or et que le goût est très spécial. Drôlerie végétale. Donc c'est évidemment, là vous voyez bien, ce sont les illustrations de l'intérieur qui sont reprises et ce sont des livres dans lesquels il y a autant d'illustrations que de textes. L'Empire des légumes. Encore mieux, perles et parures. Alors ça, c'est l'éditeur de Gonnet. Je ne vous ai pas tout le temps de citer les éditeurs. On a vu des éditions Hetzel, Dubochet, de Gonnet. Et puis, plus à la fin du siècle, ça, c'est une couverture de Mam, donc un éditeur qui existe encore, je crois, à Tours, très célèbre, et qui a une très grosse production de reliures et de cartonnage d'édition. Nous en verrons plusieurs. Les forêts de la France. L'histoire des jardins, toujours de Mam. Donc ça, vous voyez, c'est la période fin de siècle.
Alors tous ces éditeurs sont fiers de leur réalisation et souvent ils signent ces reliures. Traditionnellement, c'est plutôt le relieur qui signe la reliure, mais là, on trouve aussi le nom des éditeurs. Alors ici, vous voyez bien De Gonnet éditeur. Je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà. Donc là, de manière classique, au bas du dos, ce n'est pas intégré dans le fer, c'est une petite gravure à part. Lui aussi, toujours de Gonnet. Donc là, sur cette reliure, au bas du dos et sur les deux plats. Il y a même son adresse. Ici, Dubochet. Voilà, au milieu du dos. Gigi Dubochet, l'éditeur. Ici, le Hubi, qui est un éditeur essentiellement de livres pour enfants, mais pas que. Donc, vous voyez, on trouve son nom dans le dessin de la plaque du dos. Donc, ça montre bien l'importance de l'éditeur et son implication dans la réalisation complète de l'ouvrage. Hetzel, je vais vous en montrer plusieurs de Hetzel, parce qu'il a vraiment traversé le siècle et c'était quand même un grand éditeur, à la fois qui publiait pour le plaisir et puis tout de même pour l'instruction. Donc voilà, ici, une manière classique, ce n'est pas introduit vraiment dans la gravure du fer. Donc, dans les Jules Verne, on a son nom. Ici, on a collection Hetzel, édition Hetzel. Pour ceux-ci qui sont encore au moins une dizaine d'années plus tard, les voyages extraordinaires, collection Hetzel. Hachette, la célèbre bibliothèque rose, qui a aussi traversé les décennies sous cette forme, avant d'être reprise en simple cartonnage de papier glacé. Flammarion, qui lui aussi a duré. Pour la province MAM, donc là, je vous ai pris une reliure de livres plutôt pour la jeunesse, mais où l'on trouve son nom sur le dos. Le plat du verso, Alfred Mam et compagnie, éditeur à Tours. On peut l'agrandir un peu. Merci. Et on doit pouvoir peut-être le mettre là. Oui, peut-être qu'il serait là. Mam, voilà, c'est bon. C'est bon. L'autre aussi, bon, bah, il a fait un caprice. Alors, voilà Mam. Donc Mam pour des beaux livres de la fin du siècle. Alors, il faut que je le tienne. Ben, je vais le faire. Voilà. Donc, vous voyez ici que Mam signe aussi ses reliures, ici de manière assez discrète. Alfred Mam et fils à Tours. C'est moi qui ne sais pas m'en servir, peut-être. Voilà, sur des ouvrages, vous voyez, des années 90, tout à fait la fin du siècle. Mam et fils. Ici aussi, ça se voit un petit peu moins. Donc, je vous disais, les éditeurs réunissent auteurs, dessinateurs, graveurs. Ils s'adressent à un relieur, une fois qu'ils ont fait graver des plaques spéciales, pour produire cet ouvrage. Et donc, on a assez peu de traces du travail des dessinateurs dans le domaine de la reliure, mais il se trouve qu'a été conservé pour cette reliure en particulier, donc vous voyez avec des fers spéciaux, je peux peut-être un petit peu agrandir, voilà, des fers spéciaux pour la vie privée des animaux, on comprend bien. Eh bien, on conserve à la Bibliothèque nationale de France le dessin préparatoire qui a été sans doute remis au graveur de la plaque,
avec d'ailleurs quelques indications. Il faudrait, pour assurer la symétrie, un petit peu abaisser l'oiseau, etc. Donc, mais c'est une pièce assez rare, bien sûr. Néanmoins, on trouve quelquefois, donc ça aussi c'est une reliure dont le dessin sur les fleurs animées de Granville, dont le dessin de la plaque est inspiré des illustrations de Granville, donc qui était aussi le dessinateur de ce que je vous ai montré précédemment. Donc Granville, vous savez, un dessinateur très demandé et très célèbre au XIXe siècle. Voilà. Après ça, il faut transformer le dessin en plaque à dorer. Donc, je vais vous en montrer une. Voilà, les noms des principaux graveurs de plaques à dorer. Beaucoup avec des consonances germaniques, Araos, Liebherr et la maison Suze, qui a duré aussi assez longtemps dans le XXe siècle. Je vous ai mis quelques-uns, je vous en ai cité quelques-uns, et je vais vous montrer leur production, en vous montrant tout d'abord une plaque. Il en est évidemment conservé assez peu, mais une plaque qui servait à dorer sont des plaques assez épaisses, en laiton, et qui sont gravées assez profondément pour pouvoir assurer un dessin bien net. Donc celle-ci, vous avez vu qu'elle, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, elle a servi à faire le décor, entre autres, du Jardin des Plantes, publié, je crois, par Kurmer. Et elle porte au bas le nom du relieur. Justement, donc pas le nom du graveur, ce qui est le cas de certaines, mais là, le nom d'un des très grands relieurs de l'époque Boutignier. Évidemment, là, vous le lisez à l'envers, puisqu'à l'impression, ça ressortira différemment. Et nous regarderons un peu plus tard la production de Boutignier. Donc voilà pour le Jardin des Plantes. Voilà une autre plaque gravée dans un style plus années 50-60, 1800 bien sûr. Donc, qui sert là juste à faire un cadre. Elle n'est pas vraiment appropriée. On ne peut pas parler de fers spéciaux, mais c'est une plaque à dorer pour la reliure. Donc, je vais vous montrer tout d'abord des productions reconnues parce que signées du graveur Araos. Donc, à chaque fois, j'agrandirai pour pouvoir vous montrer où se trouve sa signature. Là, vous la voyez. Ou est-ce que vous voulez que j'agrandisse un peu plus? Un peu? Alors évidemment, quand on agrandit beaucoup, on perd en lisibilité. Donc là, il y a écrit Araos. Là, c'est le nom du relieur. Je vous la remontrerai tout à l'heure pour cela. Donc on a le nom de l'éditeur, le nom du graveur de la plaque et le nom du relieur. On reconnaît aussi les styles de décor, bien sûr, des graveurs, ce qui se comprend bien. Aussi une gravure de Araos, là ça me serait un peu plus difficile de vous montrer, mais souvent c'est inclus dans les feuilles ou ce genre de choses. Mais ça se verrait moins. Ici aussi, par contre, on voit bien son nom quand on regarde de près. Donc ça, c'est un petit octavo. Donc vous voyez qu'il faut regarder de près. Ici, il y a écrit Araos. D'ailleurs, dans ce sens-là. Araos. Voilà. Et je crois que son nom se trouve d'ailleurs sur toutes les différents fers de cette reliure d'un cartonnage peut-être pour enfants. Ici, je ne sais pas si on pourra la voir, mais c'est tout de même une très belle reliure et on sait que la plaque est de lui. Quand on regarde les ouvrages, les vraies reliures, évidemment, on voit beaucoup mieux les différents noms à relier parce qu'il était censé être assez discret quand même, sauf celui de l'éditeur. Donc, un très bel ouvrage, Voyage autour de mon jardin, qui est toujours édité d'ailleurs. Un Robinson Crusoe. Donc ça, on passe à la production de Liebherr. Donc ça, c'est une plaque, des plaques qui ont été gravées par lui. De Liebherr, je ne pourrais pas vous les faire lire parce que ce n'est jamais très lisible. Et donc celle qui servait d'annonce de la conférence, elle est aussi de lui. Donc là, sur un Paul et Virginie de 1854. Le Robinson Crusoe étant de 1840. Il est composé d'ailleurs, puisque cet encadrement, on a l'occasion de le retrouver sur les reliures d'autres ouvrages.
Et là, on a placé au centre Robinson. Des gravures de Suze, donc qui travaillaient un petit peu plus tard. Araos, que j'ai cité en premier, a exercé entre les années 1840 et 1860. Liebherr, les mêmes années. Et la maison Suze, c'est un petit peu plus tard. Donc, pour Auguste Suze, qui a beaucoup travaillé pour MAM, 1857-1892 sont les dates de sa production. Et Paul Suze, qui est un de ses neveux, c'est plutôt à partir des années 70 jusqu'au tout début du XXe siècle. Donc voilà une plaque pour un décor autre. Donc vous voyez, il n'y a plus d'or à cette époque, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Et on peut distinguer ici A. Suze. Il a signé la plaque du décor. Parfois c'est signé simplement de monogramme, et c'est le cas pour l'histoire des jardins, que je ne retrouve plus, mais on va peut-être le voir sur l'image suivante. Là, il signe aussi en entier, je crois. Voilà, vous le voyez ici, à Suze. Je vais peut-être agrandir un peu plus. Voilà, Auguste Suze. Donc, quand on sait faire parler ces reliures, on peut apprendre beaucoup de choses. Et quand on a un nom, on peut aller retrouver dans les almanachs de l'époque où est-ce qu'ils étaient installés, s'ils étaient parisiens ou pas, pendant combien de temps ils ont exercé. Parfois, on retrouve leurs archives, mais pour les graveurs, je n'en ai pas retrouvé. Voilà quelques productions de Paul Suze, qui, lui signe toujours de monogramme. Donc, vous voyez, voilà son monogramme. Ici, je ne sais pas si on le repérera facilement, mais je crois que j'ai une autre image. Voilà, c'est sur un ouvrage qui s'appelle « À l'assaut de l'Asie ». Vous voyez, ça date tout de suite. Et vous voyez ici Paul Suze, seulement avec PS pour MAM. Et on en a un catalogue. Alors, je n'en ai conservé que l'image de la couverture. Spécimens de fer adoré. Fers spéciaux pour les reliures d'amateurs et de luxe. Fer adoré. Et donc... parisien. Un catalogue de 1893. Donc ce travail de gravure étant achevé, c'est au relieur que revient le travail de finition de ces ouvrages assez beaux. Les relieurs parisiens, au début du siècle, les années 30-40, c'est Boutigny qui est très célèbre. C'est pour lui qu'était gravée la plaque que je vous ai montrée, qu'on a vue pour le Jardin des Plantes. Et c'est son nom qui se trouvait au bas du dos. Angèle lui a traversé le siècle et on l'a appelé le père de la reliure industrielle parce qu'il a souvent importé d'Angleterre ou d'Amérique de nombreuses machines qui ont permis de mécaniser le travail. Et donc, il avait de très, très grands ateliers qui, d'ailleurs, existaient encore au milieu du XXe siècle. Le Nègre, lui, par contre, a une très belle production, mais seulement sur le XIXe siècle. Et en province, ce sont des éditeurs, imprimeurs, relieurs. Donc, ce sont de grandes maisons qui réalisent tout le livre depuis la réception du manuscrit. Et ils sortent des livres tout reliés, que d'ailleurs, ils envoyaient dans le monde entier. Ils en imprimaient même en langue étrangère pour en envoyer, entre autres, en Amérique. Donc, MAM à Tours, une maison qui existe toujours, mais qui est restée très importante jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle elle s'est fait complètement bombarder. Tours a été très sinistrée. Et donc, ça a été la fin de la belle époque de cette maison. Et Martial Ardan Frères à Limoges, qui a eu aussi une grande production, soutenue par la production importante aussi à cette époque de livres religieux, de livres d'église, de livres de première communion, mais qui produisait aussi beaucoup de cartonnage et quelques reliures d'édition. Donc voilà la production de Boutigny. Et d'ailleurs, cette plaque aussi, qui est une autre que celle que nous avons regardée, elle porte le nom de Boutigny ici, gravé en bas. Donc on peut penser que pour le coup, c'est peut-être lui qui l'a fait graver et pas l'éditeur. On ne le sait pas. Donc pour les aventures de Télémaque, on ne peut pas parler là de fers spéciaux, mais néanmoins d'une reliure fort décorée, fort décorative. Et d'ailleurs, c'était son genre. Donc voilà, rassembler quelques-unes de ces reliures, le style rocaille, voilà, et des décors de rinceaux.
Voilà la plaque que je vous avais montrée, qui porte son nom. Et vous voyez qu'ici, il y a un emplacement spécial qui permet de changer le titre si besoin. Donc certes, ce sont des fers spéciaux, mais vu le coût, l'investissement que cela représente, on peut penser qu'avec des rinceaux, des fleurs, un petit oiseau et une ammonite peut-être, on pourra peut-être s'en servir pour la reliure d'un autre ouvrage que le Jardin des plantes. Donc voilà sa reliure principale, mais que vous avez déjà vue. Donc signée au bas du dos de manière très traditionnelle, les relieurs mains et artisanaux signent aussi souvent au bas du dos. Alors voilà la production d'Angèle, le début de la production d'Angèle. Donc on trouve son nom au bas du dos. Et au début, il était associé avec son beau-père qui s'appelait Chèque. Donc voilà, Angèle et Chèque. Là aussi, c'est le relieur qui a fait graver la plaque. On retrouve cette plaque au dos de ces très beaux voyages de Gulliver. Et on peut à peine le distinguer, mais on reconnaît bien la même forme du dos, de plaque de dos. Par contre, la plaque du recto est spécifique. Elle porte même le nom de l'auteur. Donc ici, c'est un très très beau cartonnage. Donc au départ estampé à froid, puis doré, et qui porte même des petits papiers qui font le décor de couleur. Beaucoup plus tardivement, voilà toujours la production d'Angèle qui le signe là. On aborde la production de Lenègre. Donc sur cet ouvrage, vous reconnaîtrez sûrement sur d'autres photos que je vous présenterai ces cadres généraux, et c'est ce qu'on met au centre qui est plus approprié. Donc sur cette couverture du Diable à Paris, on a le nom de Lenègre tout en bas, mais ici on ne peut pas le distinguer, mais on va le retrouver. Ici on a que la... Donc vous voyez les mêmes dorures d'encadrement, avec un intérieur approprié à un tout autre titre, les animaux. Par Granville, vous voyez, on retrouve cet illustrateur dont je vous parlais. Toujours de Lenègre, et je crois que là, on a son nom très lisible dans les plaques. Non, ici c'est Araos, donc le graveur. Et enfin, voilà, c'est une reliure de Lenègre. Je vais un peu la diminuer pour que vous la voyez mieux, parce qu'elle est fort belle aussi. Donc ici, simplement un décor à l'or. Ici, on voit son nom, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc à côté du... Voilà, Lenègre, relieur. Alors, admirons quand même son œuvre en diminuant un peu. Voilà. Donc même si cette production était très mécanisée, c'est quand même un beau travail. Là aussi, on voit son nom. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on voyait le nom du graveur. Et voilà, Lenègre relieur. Bon. Voilà, qu'on le voit un peu quand même. Les fleurs animées par Granville. Et c'est aussi Lenègre qui a été un des relieurs des Jules Verne. Et ici, on trouve aussi son nom. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Eh bien, je ne le retrouve pas, mais voilà. C'est aussi une œuvre de son atelier de reliure, son atelier qui était une entreprise. Alors, des images de ces ateliers de l'époque du 19e siècle, on en a par la Maison Mame, justement, qui, à une époque, a été vraiment une entreprise très, très florissante, riche, au point d'éditer tout un ouvrage sur son entreprise. Donc, de cet ouvrage sont extraits les deux planches que je vais vous montrer. Donc, vous avez ici, sur une des vues de l'atelier de reliure, le Alfred Mame en personne qui vient inspecter le travail.
Et elle est intéressante aussi pour montrer les machines qui ont été introduites. Donc cette publication date de 1862. Donc vous voyez un immense atelier avec une division du travail qui emploie énormément d'artisans, d'ouvriers. Et il est intéressant de remarquer tous ces balanciers. Donc ce sont, on appelle de nom résumé balanciers, des presses à balancier. Vous voyez, animées par 2 hommes chacune, qui permettent justement, en frappant très très fort, de dorer la couverture d'un seul coup avec ces très grosses plaques qui étaient assez lourdes. Au cours du siècle, les presses seront perfectionnées, on pourra les chauffer, ce qui permettait de dorer plus en continu. Sinon, il faut chauffer la plaque à part pour qu'elle puisse bien imprimer l'or. Ici, vous voyez des presses à rogner, mais je vous disais, c'est à cette époque que Guillaume Massicot présente son premier brevet en 1844, qui sera suivi de quantité d'autres pour aboutir à ce qui nous sert toujours, et très transformé bien sûr. Mais c'est vrai que rogner les tranches des livres a sollicité d'ailleurs plusieurs brevets, plusieurs inventeurs. Il y a de nombreux brevets déposés tout au cours du 19e siècle, parce que c'était à la fois délicat et un travail tout de même fastidieux quand on le fait à la main. Et comme relativement souvent ces reliures sont dorées sur tranche, il faut que la rognure soit vraiment parfaite pour qu'on puisse appliquer l'or. Donc ici, c'est essentiellement ces presses que l'on voit. Et je vous présente ici la photo d'une de ces presses de l'époque. Elle est même datée des 1827, si je ne me trompe pas. Voilà, qui a été réalisé à l'époque. Donc, vous voyez le balancier qui est là, et là, les poignées pour lancer la presse. Le tas de la presse, où on fixe la plaque chauffée, et ici, repose la couverture à dorer. Toute prête, donc, qui n'a plus qu'à être décorée. Une autre vue de l'atelier de Mam, de la maison Mam. Vous voyez, là, c'est du laminage, des cahiers. On voit néanmoins que tout ça, ce sont des femmes qui travaillent à la main, qui doivent soit plier, soit coudre les cahiers. Il y a évidemment une grande part de division du travail dans cette industrialisation, mais tout de même aussi une mécanisation. Pour vous présenter un peu, développer un peu les techniques, donc, on peut avoir une plaque poussée simplement à l'or, donc un décor simplement d'or. Sur la peau, sur la percaline, pardon, c'est assez difficile, assez dur de pousser les plaques, d'où l'emploi de ces presses. Donc, la percaline est apprêtée et couverte d'une feuille d'or. Assez souvent, on pense que ça doit être du vrai or. D'ailleurs, à l'époque, il y avait en concurrence de l'or et ce qu'on appelait l'or d'Allemagne, qui était du cuivre battu aussi fin que l'or. Mais dans la mesure où elles se sont quand même très bien conservées, on peut penser que c'était vraiment de l'or. Ici, une reliure de percaline dorée et mosaïquée. Et si j'ai choisi celle-ci, c'est parce que, comme elle n'a été pas tout à fait très bien réalisée, ça permet de mieux voir le procédé. Vous voyez, il y a un décalage ici entre la couleur et l'or. Alors, la technique au milieu du 19e siècle, c'était d'abord donner un coup de presse de la plaque, à ce qu'on appelle à froid, même si la plaque est quand même chaude, c'est-à-dire qui imprime juste les gaufrures, le dessin. Ensuite, un artisan pouvait déposer, le plus souvent, ce sont des petites feuilles de papier découpées déjà dans les formes. Donc, il pouvait les déposer au bon endroit. Et ensuite, on réintroduit la couverture sous la presse pour poser l'or. Donc là, on devine la technique. Plus loin dans le siècle, donc je vous ai dit que les couleurs avaient changé. Mais de même, on n'emploie plus, comme on fait des décors en noir ou en couleur, ce qui est la suivante, voilà, couleur qu'on applique par procédé lithographique, donc pas par une presse lithographique, mais plus par une presse qui donne un grand coup, sauf pour l'or. Donc on emploie une toile lisse qui prend mieux l'or et surtout les couleurs, et surtout qui réagit mieux au procédé lithographique. Donc vous voyez ici des couleurs très dégradées, très soignées. Ici, c'est la toile d'origine qui est en rouge, une impression en noir, des bleus d'impression
des verres aussi, et puis pour finir, la frappe en or. Donc voilà la partie livres pour les adultes. Et maintenant, je vais aborder les livres pour l'enfance et la jeunesse. Donc essentiellement, des livres d'étrennes et beaucoup de livres de prix. D'ailleurs, souvent, ces ouvrages portent à l'intérieur, sur la première garde, le petit papillon du prix qui dit que tel prix de récitation, par exemple, a été accordé à telle personne, dans telle institution, à la distribution des prix de telle année. Donc, vous voyez là, typiquement, un livre de prix. Le décor est très simple, même s'il s'agit de Paul et Virginie, donc un texte intéressant. C'est une édition de MAM en 1859. Donc, je ne pense pas que ce soit Virginie, c'est simplement une écolière studieuse. Et puis ici, elle a sa couronne de prix. Donc, une reliure dorée sur percaline. Une édition de Janet, en 1855, donc on voit bien aussi une édition pour les enfants, Le Petit Robinson de Paris, donc avec des insignes on voit bien que c'est pour une distribution des prix sans doute, donc une mère qui apprend peut-être à lire à son enfant, ici des instruments d'enseignement aussi. Donc on ne peut pas parler vraiment de fers spéciaux, mais d'ouvrages très joliment décorés pour pouvoir faire vraiment un cadeau. Une production de MAM, l'histoire de Louis XIV. Alors, voyez, on voit bien qu'il s'agit de MAM, mais c'est sans doute ce dos que je vous avais déjà montré tout à l'heure, avec ici des fers spéciaux. Voilà, puisqu'il s'agit de Louis XIV à cheval. Donc, sur un grand octavo ou un petit quarto. Et ça, c'est une édition de 1852. De Hetzel, dont je vous parlais, et un ouvrage dont il est l'auteur aussi, sous le nom de Stahl, Les aventures de Tom Pouce. Une édition de 1845. Aussi un éditeur parisien, qui est Dubochet, que l'on a vu, Les Fables de Florian, avec uniquement là des fers spéciaux. Ça, c'est une édition de 1843. Donc, comme ces reliures d'éditeurs étaient faites pour être vendues telles quelles dès la production, ça permet de dater les reliures de la date d'édition, même s'il y a parfois des réemplois des fers. Une édition, un ouvrage de Fayet vers 1850. Donc ici, une percaline dorée et mosaïquée, bleu, orange, rouge. Le Paul et Virginie, avec des mosaïques de couleurs vraiment très variées. Et une production, c'est la première que l'on voit, mais on va en voir beaucoup dans les cartonnages papier, de la maison Martial Ardan Frères de Limoges. Assez simple. Alors, Martial Ardan Frères est une des rares maisons d'édition de cette époque dont on a conservé les archives. Donc, je me souviens que pour cette plaque, on a la commande au graveur. Il nous explique bien ce qu'il veut. Et il demande aussi un encadrement passe-partout qui puisse être réutilisé sur différents ouvrages qui seraient du même format. Et voilà, on voit bien le Robinson des Glaces. Ça, c'est une édition de 1855. Donc, pour les enfants aussi, on faisait des reliures de percaline, mais beaucoup de cartonnage de papier. Donc, je vous ai présenté les petits livres en boîte qui peuvent être soit, selon le texte, adressés aux adultes ou aux enfants. Vous voyez très joliment les gravures étant même retouchées, coloriées à la main. Donc, des ouvrages très précieux, pas vraiment faits pour être lus peut-être. Et voilà, là, je vais vous présenter une série de ce qui très classiquement s'appelle cartonnage romantique. Donc, des petites reliures de papier glacées, souvent colorées, en général gaufrées, décorées avec de l'or, parfois des retouches de couleurs, parfois de l'argent aussi. Je vais vous en montrer une. Donc, très riche, comme disaient les catalogues de l'époque, riche décor doré.
Donc ces cartonnages de papier s'appliquent en général sur des ouvrages de plus petit format, taille d'un livre de poche ou même un peu plus petit, in 8, petit in octavo ou petit in 12. Donc ceci est la couverture de Gabriel ou le dévouement dans l'exil de Barboux, 1851. Barboux est un autre imprimeur, relieur, éditeur de Limoges. Toujours de Barboux, Les deux amis, datant de 1845. Donc vous voyez, là, les reliures sont très décorées, mais il n'y a pas de rapport dans les cartonnages papier entre le sujet de l'ouvrage et le décor de la reliure. C'est juste faire joli. Voilà une reliure décorée et à l'or et à l'argent, et l'argent a terni avec le temps, donc il est devenu très sombre. Mais on peut imaginer qu'à l'époque, elle était beaucoup plus belle. Et ce fond bleu foncé, qui s'appelait à l'époque bleu acier, est assez caractéristique de ces premiers cartonnages de papier dans les années plutôt 45-50. En voilà un autre de Martial Ardan Frères, des années 1851. Donc là, un peu spécial, parce que la couleur est rajoutée... Ah non, elle a été imprimée, pardon. Il y en a où elle est rajoutée à la main. Là, je pense qu'elle est plutôt imprimée. Donc la technique, en effet, c'était à partir d'un papier déjà de couleur et souvent glacé, une impression du motif, un gaufrage qui reprenait le dessin. Donc là, on le voit bien. Il reprend le dessin des fleurs, le dessin du cadre, et puis un fond un petit peu plus général. Voilà. Et la fabrication de ces couvertures de papier était au départ parisienne, c'est-à-dire que des papiers qui devaient avoir à peu près la taille de nos feuilles A4 actuelles étaient justement glacés, décorés, dorés, gaufrés. Et elles étaient livrées aux relieurs, puisqu'il y a eu plusieurs relieurs de province qui ont produit ces petits cartonnages. Elles étaient livrées toutes prêtes, sous forme de feuilles. Et il restait au relieur ou à l'éditeur relieur à y placer les cartons, à replier les bords et à faire l'emboîtage, comme je vous disais, en collant des gardes qui souvent sont blanches pour finir le livre. Mais la fabrication là, a été assez centralisée pour l'essentiel, c'est-à-dire le papier décoré. Voilà l'intérieur et le type d'ouvrage qui sont ainsi couverts. Le buffon des petits-enfants, c'est quand même pas rien, chez Martial Ardan Frères, en 1857. Une variante simple de ces cartonnages de papier, ce sont les cartonnages uniquement lithographiés ou uniquement chromolithographiés, ce qui est déjà un plus, mais sans gaufrure, sans dorure. Donc là, vous l'avez sur un ouvrage qui est de 1852, La Nuit de Noël, publié chez Bedley, donc un éditeur parisien. Et beaucoup plus tard dans le siècle, donc voilà. Donc bien plus tard dans le siècle, une production de MAM, les Chinois. Donc vous voyez vraiment, on ne lésine pas sur le décor, les couleurs sont beaucoup plus vives, donc rien que ça date la période. Donc procédé de chromolithographie, sans gaufrure, sans dorure, à plat. Bien sûr que pour tout ce qui est des livres scolaires, ça pouvait être sur la couverture un papier simplement imprimé ou lithographié, mais sans y mettre trop de décor. Maintenant, ce qui est très connu dans ce qu'on appelle le comble des cartonnages romantiques, ce sont les couvertures de papier avec un petit médaillon. Donc, on appelle médaillon cette petite gravure qui est coloriée à part, qui est fabriquée à part, coloriée à part, et que le relieur, au moment où il monte la couverture, insérera en ayant fait une petite ouverture, une fenêtre dans cette couverture de papier, entre la couverture de papier et le carton avant le montage définitif. Alors, avec des thèmes qui ne sont qu'exceptionnellement en rapport avec le sujet du livre, mais qui parlent toujours de l'enfance, des jeux, parfois des animaux. Donc ici, c'est la couverture des souvenirs d'Orient
édité par Barboux au milieu du siècle. Ici, chez MAM, dont vous voyez le nom au dos, en général, les couvertures de papier portent bien en vue le nom de l'éditeur. Les seules indications qu'on y trouve sont le titre, ce qui est tout de même précieux, donc dans un encadrement que l'on peut changer, puisque tout le reste de l'impression, au niveau du gaufrage en particulier, peut servir pour beaucoup d'ouvrages, et le nom de l'éditeur. Là aussi, un cartonnage à médaillon sur Louis XIII et Richelieu. Vous voyez que l'illustration n'a pas grand rapport. Non, je suis désolée. Voici Louis XIII et Richelieu. Mais le commentaire est toujours valable, je pense. Donc, de plus près, on voit quand même assez bien le travail de gaufrure, le fait qu'il y ait successivement une impression et une gaufrure avec parfois un petit décalage, ce qui se comprend bien. Voilà. Et on voit bien aussi comment c'était préparé, c'est-à-dire de manière assez symétrique pour les deux plats. Et puis, on peut, si on le souhaite, découper une fenêtre. Ah, ben décidément, je crois que c'est celui-ci, peut-être Louis XIII et Richelieu, parce qu'il me semble lire Louis XIII. Bon, alors là, ça illustre un peu mieux. Et d'ailleurs, il s'agit d'un type de cartonnage bien plus précieux, puisque sa couverture, les parties colorées, sont en fait en peluche. Donc, on traitait le papier avec un encollage pour pouvoir, en dehors de la dorure, mettre une sorte de petit velouté. Donc, c'est un type relativement rare, je pense, mais peut-être que les collectionneurs de cartonnage qui sont là dans cette salle pourront me confirmer ou non. Mais moi-même, j'en ai peu vu. Alors, ça, c'est une production de Mégare, autre éditeur de cette époque, qui, lui, travaillait à Rouen. Et d'ailleurs, à Rouen, où se trouve un musée, le Musée national de l'éducation, il y a d'importantes collections de sa production. Donc, un cartonnage un peu plus tardif. Vous voyez, il n'y a plus de gaufrure, mais il reste le médaillon. Le Testament d'une mère, publié en 1868. Toujours production de Mégare. Et vous voyez là le nom de la collection, Bibliothèque morale de la jeunesse. Un type de médaillon tout à fait différent et avec un style chinoisant qui est bien plus tardif. En l'occurrence, il est des années 80. Alors, ceci pour vous montrer la fabrication ou un autre producteur. Non, ça, c'est parce que c'est de la production de MAM. Donc, toujours un... Voilà aussi, le type, il aurait pu être un médaillon, mais il est sans médaillon. Et ça, c'est aussi un modèle tardif avec un papier qui lui-même imite les reliures de percaline qui, à cette époque, dans les années 1880, ne sont plus gaufrées. Et voilà le catalogue d'un de ces libraires, imprimeurs, éditeurs et relieurs, Le Fort à Lille. Catalogue des livres de fonds et d'assortiments avec, je ne sais pas si vous pourrez les lire, les titres de ces collections. Je pense que vous pourrez. Voilà. Donc la bibliothèque de Lille, la bibliothèque du littérateur chrétien, historique et morale, instructive et édifiante, pieuse, etc., etc. Voilà, donc c'était le type de production de ces éditeurs que je vous ai cités, aussi bien Le Fort que Mégare, que Ardent ou Barboux à Limoges. Pour illustrer la fabrication, je vous ai aussi reproduit des livres, des reliures un tout petit peu mal faites. Comme ça permet mieux de voir. Donc là, on voit justement que la gaufrure est complètement décalée par rapport à l'impression, que le relieur lui a évidemment respecté l'impression pour faire la petite fenêtre et installer le médaillon, mais qu'il y a eu un petit problème d'élaboration. Voilà, très style comtesse de Ségur, Second Empire.
Voilà un petit ensemble de cartonnages qui permet de montrer que, évidemment, ces médaillons étaient l'œuvre de dessinateurs, mais très rarement on les voit signés, essentiellement parce que les petites gravures sont plus grandes, évidemment, que la fenêtre ouverte. Et donc, quand on a des cartonnages un petit peu désossés, on voit qu'elles prennent au moins 1 centimètre tout autour. Et donc, quand il y a des signatures, elles doivent être assez souvent cachées par le papier gaufré. Celle-ci transparaît et il s'agit de La Salle, je crois. Alors, je voulais vous parler, évoquer pour finir une exposition très remarquable sur ce sujet qui a été faite il y a 10 ans à la bibliothèque de la Part-Dieu, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Et cette exposition a été faite à l'occasion de la remise d'une collection privée qui est celle d'Elisabeth Verdure, qui est aussi l'auteur de cet ouvrage sur les cartonnages romantiques. C'était une très grande exposition qui occupait tout le bas de la bibliothèque. Et à cette occasion, il y avait eu une petite exposition parallèle à la bibliothèque Diderot de Lyon, qui conserve la bibliothèque de l'Institut national de la recherche pédagogique, qui conserve beaucoup de livres de classe et de livres de prix, donc où se trouvent beaucoup de ces ouvrages, et d'ailleurs certains que je vous ai montrés et photographiés. Donc ce sont les 2 lieux sur Lyon, si vous souhaitez en consulter et en voir, où sont conservées de très belles collections. À la bibliothèque de la Part-Dieu se trouve et la collection d'Elisabeth Verdure, plusieurs centaines d'ouvrages qui ont été remis donc assez récemment, et une collection plus ancienne de Michel Chaumarat, qui est aussi collectionneur et qui en avait remis et qui en continue à en remettre, je crois, assez grand nombre, spécifiquement des cartonnages de papier. Et donc à la bibliothèque Diderot, qui conserve la bibliothèque de l'Institut de la recherche pédagogique, il y a des collections beaucoup plus importantes en variété, donc aussi des cartonnages de percaline et même des vraies reliures avec ces fers spéciaux, certains un petit peu usés quand ils ont servi, mais d'autres très remarquables. Donc vous avez là 2 fonds. Vous pouvez consulter leur catalogue en ligne. Pour la bibliothèque de la Part-Dieu, il y a même certains de ces ouvrages qui ont été numérisés. Vous savez, il y a eu d'importantes opérations de numérisation. Vous pouvez aussi les lire. Mais c'est vrai que beaucoup de ces livres valent surtout pour leur couverture. En tout cas, c'est ce qui nous attache à eux maintenant. Voilà. Pour l'instant, je suis prête à répondre à toutes vos questions et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce passionnant voyage dans les cartonnages du 19e siècle. Je pense que ça va susciter quelques questions. Qui ouvre le bal ? Bonjour madame, merci de votre excellente conférence. Juste une toute petite question. Y a-t-il eu des artistes qui se sont spécialisés dans la décoration des Bibles et des missels ? Alors, il y en a forcément eu, puisqu'en effet, à cette époque, il y a eu beaucoup de productions de ce genre. Je connais un tout petit peu mieux, mais pas spécialement, puisque mon étude s'est portée surtout sur les livres illustrés pour les enfants, les livres de messe et ce genre de choses, ou les livres de prière. Et là, il y a dans la publication que j'ai faite le nom de quelques maisons qui étaient spécialisées, puisque assez souvent, tout de même, les techniques et les matériaux employés étaient différents. On pouvait employer de l'ivoire, de la soie, beaucoup plus souvent de la peau, même quand c'était une simple basane et pas forcément une peau plus précieuse. Mais spécifiquement, les livres du culte, les livres de messe, plus exactement ceux qui pouvaient servir à l'officiant, je ne connais pas très bien cette production. Je sais néanmoins qu'il y avait un atelier très important sur Dijon, mais qui s'appelait Maître, dont le responsable s'appelait Maître, mais dont je ne connais pas très bien la production et qui n'a pas laissé beaucoup d'archives. Il y a autre chose. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de décor donc à l'or. À l'argent, vous avez donné un exemple, mais effectivement, ça vieillit mal, l'argent.
Mais il y en a eu, il me semble. Enfin, moi, j'ai un truc qui n'a pas bougé et je pense que c'est au Palladium. Ça s'est fait aussi au Palladium. Alors, j'en apprends, d'autant que je ne sais pas très bien quel est ce métal. C'est un métal dans la même famille que l'or, donc inaltérable, qui est très utilisé par les chimistes pour faire de la catalyse, entre autres. Ah non, le palladium a été découvert au XVIIIe siècle, si ce n'est au XVIIe siècle, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un métal précieux en fait. Alors, j'ai néanmoins pu consulter... C'est plutôt dans la série du platine. Bon, j'ai consulté quelques archives, quelques manuels de relieurs, etc. de l'époque, et il ne me semble pas me souvenir de l'avoir vu cité. On citait le vrai or, le faux or, dit or d'Allemagne, l'argent, mais je ne me souviens pas d'autres métaux. Le cuivre, bien sûr. À l'occasion, je vous le montrerai. Avec plaisir. C'est le voyage d'un enfant de Paris à la mer ou quelque chose comme ça. Voilà, le long de la Seine, quelque chose comme ça. Merci pour cette présentation. On peut s'attendre à des éditions de quelle quantité dans les deux périodes 19e ? En effet, surtout pour le milieu du siècle et le cartonnage romantique, les chiffres de tirage sont vraiment impressionnants. Et je me souviens que j'avais consulté aux archives départementales d'Indre-et-Loire pour la Maison Mam, qui certes était une des plus importantes, pour des petits cartonnages, mais des demandes d'autorisation d'impression, donc c'est pour ça qu'elles ont été conservées dans le fond de la préfecture, dans les archives, de dizaines de milliers. Et avec évidemment des rééditions très fréquentes. Je vous disais d'ailleurs que la date d'édition permettait de dater le cartonnage ou la reliure. C'est très précieux pour ces petits livres d'enfants qui portent en général la date ou qui, faute de date, porteront un papillon de prix. Donc un expremio qui nous permet de dater. Mais par contre, il y a d'autres types d'éditions dont on sait qu'elles sont souvent rééditées et qui ne sont pas datées. Donc c'est un petit peu plus, mais vraiment des quantités très très impressionnantes. Voilà. Sans que les chiffres précis, je ne les ai plus en tête. Mais je me souviens de ces relevés qui ont été conservés, qui étaient demandés à la préfecture, où vraiment il y avait des quantités pour un seul titre. Donc, quand on sait que les catalogues comptent présenter chaque année des dizaines de titres de différents formats pour faire des récompenses, en particulier pour les prix des accessites, des premiers prix, des prix d'excellence, etc. Donc, vraiment une production très, très importante. Je me demande justement si je me souviens bien, dans cette publication de 1862 de la Maison Mam, je crois qu'il disait que la production était de 10 000 volumes reliés par jour. Donc vraiment très importante, mais comme je vous dis, Mam envoyé dans le monde entier. Enfin, plus exactement, ailleurs qu'en France. Voilà, plutôt que dans le monde entier. Pardon, madame, vous avez parlé des livres avec une couverture. Vous avez parlé des livres avec une couverture en ivoire, mais vous n'avez pas parlé des fermoirs de certains livres comme ça. Est-ce que les livres cartonnés, seulement en papier, avaient des fermoirs en ivoire, ou pas des fermoirs en ivoire, des fermoires en argent Non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y avait une cohérence tout de même dans le type de couverture. Donc, pour les livres de messe, les livres de prière, il pouvait y avoir en effet des matériaux très précieux employés. Et en effet, très souvent, ils ont un fermoir. C'était un type d'ouvrage aussi. C'est pas du tout le cas de tous les cartonnages qui sont des petits livres simples. De nos jours, l'équivalent, ça serait quasiment les livres de poche. Mais sauf qu'ils étaient un petit peu plus soignés. Voilà. C'était au moment des communions qu'on offrait un livre qui était, pour le grand luxe, en ivoire. À présent, l'ivoire est interdit à la vente, alors on n'en parle plus. En effet. Oui, tout à fait. Et puis c'était un livre qu'après on gardait toute sa vie. C'était des livres de collection après. Et puis de toute manière, les gamins n'allaient plus à la messe alors. Alors, dans ce domaine, je ne sais pas du tout il doit bien y avoir des collections privées en France de ces petits livres, parce qu'évidemment, comme ça ne sert plus du tout de nos jours, c'est le genre de choses qui ont été très éliminées, malgré leur couverture, parfois en matériaux très précieux. Donc, il ne doit pas en rester. Mais il y a peut-être des collections même abordables pour le public. Non, mais c'est pas exactement. Donc, monsieur parle des carnets de balles, mais qui là ont des feuillets aussi d'ivoire. Voilà.
Une autre question? Vous parliez d'ouvrages pour dames, botanique pour les dames. Alors, il se trouve que j'ai relié très récemment un ouvrage de botanique pour les dames, traduit de l'allemand, bon, parce que la couverture était vraiment plus présentable, et j'ai offert ça à ma belle-fille, qui est allée voir le titre allemand d'origine. Alors, c'est pour les dames et les ignorants. Elle a été très flattée, enfin, je me suis excusé platement. Dans les années 1814, 16, quelque chose comme ça. En général, dans les productions que je vous ai montrées, donc de petits almanachs très jolis et surtout des keepsakes, on cherchait plutôt à flatter les maîtresses de maison. Donc, je ne pense pas que le titre aurait pu porter ça. Mais ça n'a pas été traduit d'ailleurs. D'abord, je voudrais vous remercier parce que je trouve que votre exposé est remarquable. Je trouve que c'est remarquable et je ne peux pas m'empêcher, moi, de faire le lien du passage des images pieuses, les canivets, avec le cartonnage, ce qui est fait là sur le livre. Je trouve ça très intéressant que le passage, justement, des images pieuses, ce qui était donné en termes de savoir, et puis que les livres, que les imprimeurs se soient appropriés ce type de reproduction pour le mettre comme couverture de livre. Voilà. C'est-à-dire, il y a un style, un goût de l'époque, des modes, et on les retrouve aussi sur les couvertures des livres. Et c'est pour ça qu'on peut, même quand ils ne sont pas datés, relativement bien dater ces couvertures, parce qu'elles sont tellement caractéristiques d'une époque que ça aide. Merci, monsieur. Au XVIIIe siècle, avec les livres armoiriers. Tout à fait. Donc, c'était bien avant l'époque que vous nous avez présentée. Absolument. Ce qui est caractéristique du 19e, c'est une production à très grande échelle, alors qu'au 18e, c'était quelques objets précieux qui servaient aussi de cadeaux. D'ailleurs, il y avait aussi bien sûr des petits almanachs très très précieux. Il y a eu des ancêtres. Et puis, c'est tout de même le fait que souvent le décor soit approprié au contenu du livre. Ce qui avant n'était vraiment pas une production de la reliure. La reliure traditionnelle, ce n'est pas le cas. Ça parlait du propriétaire ou des personnes à qui on voulait l'offrir, mais pas du contenu. Voilà, tout à fait. Ça parle du propriétaire ou de celui qui fait le cadeau. Donc c'est quand même parlant, mais... donc comme vous disiez... les reliures armoriées, donc qui portent les armes de la personne, soit à qui appartient l'ouvrage, soit de la personne qui veut l'offrir en cadeau à des personnes. En effet, elles parlent aussi de quelque chose. Je voulais vous demander, est-ce que c'est propre à la France ou est-ce qu'il existait la même chose dans d'autres pays européens? Tout à fait. C'est pas du tout propre à la France, même s'il y a un style français inévitablement. D'ailleurs, les couvertures de percaline ou de papier, en ce domaine, ce sont les Anglais qui ont vraiment été les pionniers. Et c'est pour ça que les relieurs ont beaucoup importé de machines qui ont servi à mécaniser cette fabrication d'Angleterre. Donc les Anglais ont été pionniers. D'ailleurs, la percaline, au départ, dans les années 1830-40, on l'appelait toile anglaise. Et un des plus importants producteurs français était à Rouen. Donc on voit bien qu'il y avait des liens très forts. Et l'Allemagne a été en effet a eu une production différente de style, mais aux mêmes époques, utilisant les mêmes matériaux, s'adressant au même type de public. Oui, oui, tout à fait. Alors à Lyon, il y a pas d'éditeur imprimeur que je connaisse bien. Alors, comme je vous disais, pour les cartonnages de papier,
comme il restait juste à faire l'assemblage et que le gros de la, si on peut dire, le gros de la reliure était fait ailleurs, il y a des cartonnages romantiques avec un éditeur lyonnais. Vous en trouverez, peut-être pas beaucoup, mais vous en trouverez. Mais pour ce qui est des cartonnages de percaline, je ne vois pas. Voilà, quand c'est vraiment une conception plus globale de l'ouvrage. Scientifique en cartonnage avec vignette, sauf qu'il est tombé et qu'il s'est cassé. Est-ce que quelqu'un à Lyon ou aux alentours de Lyon... Alors, il doit y avoir, je vais reprendre la question, il y a en effet des restaurateurs de cartonnage d'éditeurs, qu'ils soient de percaline ou qui soit de papier, et que ça soit voilà du style très sain, enfin comme vous voyez ici, ou bien les Hetzel, vous savez, ont eu dans les années 2000 une cote extraordinaire. Donc certains restaurateurs de reliure se sont spécialisés là-dedans. Moi j'en connaissais un dans le sud-ouest, je sais qu'il y en a un dans le centre de la France, Olivier Maupin, qui d'ailleurs donne des cours dans ce domaine. Donc il y a des relieurs spécialisés pour des reliures assez difficiles à traiter, puisque comme il y a beaucoup de teinture, il y a de la gaufrure, il est difficile d'intervenir. Voilà, oui. Il marche plus votre micro, je peux vous prêter le mien ? Je dis que ce n'est pas une restauration classique de livre comme pour les autres livres, parce que justement il faut respecter le gaufrage, la dorure, la couleur, etc. Et puis que ça se voit le moins possible. Donc, en effet, les matériaux sont très fragiles, donc difficiles à traiter, mais j'ai pu voir des avant-après de certains restaurateurs et c'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Ce qui est très très difficile à faire, c'est aussi de garder le corps d'ouvrage très très net en fonction de la dorure des tranches, et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, de toute façon, c'est un très beau métier. Alors à Lyon, certainement, oui. Donc, monsieur parle des prix donnés aux distributions des prix, qui à Lyon, sans doute. Oui. Alors je collectionne les Hetzel depuis un certain nombre d'années, et puis certains étaient en mauvais état, donc j'ai entrepris d'en relier. Et j'ai découvert avec un peu de tristesse et de stupéfaction que dans la reliure du corps d'ouvrage, ils utilisaient également des agrafes métalliques qui, bien entendu, ont rouillé, ont attaqué le papier qui n'avait pas besoin d'être attaqué puisqu'en plus il était acide. Donc relier un Hetzel ou équivalent, ça peut avoir l'air facile, mais ça révèle plein de mauvaises surprises. Non, pas forcément. En effet, ça peut très bien être un emploi de l'époque, oui. Et rendez-vous pour la prochaine conférence, donc le deuxième lundi de mars, le même jour parce que c'est en mars, c'est donc le 12 mars. Une conférence de Madame Marie-Ange Teston de l'Université Lyon 3 qui nous parlera des éditions lyonnaises au XVIe siècle, des livres du siècle d'or espagnol, dont évidemment Cervantes, Don Quichotte, Tirso de Molina, etc., etc. Oui, enfin le deuxième lundi de mars, mais ça doit être le 12. Bonne soirée à tous.